La crise, vous êtes d'accord avec moi, Jérôme Cahuzac, pour dire qu'il y a une crise de la civilisation humaine. C'est la plus grande crise du capitalisme depuis la guerre. Factuellement, je suis plutôt en désaccord avec vous, car, mais peut-être ai-je fait une erreur, et dans ce cas-là, vous la corrigerez. Mais il ne me semble pas que ce soit la gauche qui ait mis ni la Grèce, ni l'Espagne, ni le Portugal dans la situation que nous connaissons. Il ne me le semble pas. Et en tout cas, si la France sort de la crise qu'elle connaît maintenant depuis de nombreuses années, c'est parce que les politiques que nous menons l'auront permis, et je crois fermement que ces politiques-là, parce qu'elles sont de gauche, permettront à la France de sortir de cette crise, c'est-à-dire de commencer à réduire le chômage. Maintenant, si, quand je me permets de dire ce que je pense le plus sincèrement du monde, ou quand je développe un certain nombre d'arguments, vous donnez l'impression de balayer cela en disant ça c'est de la rhétorique et ça n'a pas d'importance, le débat risque peut-être de ne pas avoir l'intérêt que pour ma part, je suppose qu'il peut avoir, et dont d'avance, je me régale. D'accord. Enfin, vous avez quand même aussi expliqué les beaux discours et tout ça, je connais. C'est pour ça que je dis c'est de la rhétorique, parce que réaliste, je m'estime réaliste et juste qui a envie d'être injuste. Mais ça, on va le regarder. Non, attendez. Ça, on va le regarder parce que on va le regarder, Jean-Luc Mélenchon, parce que moi, j'ai défendu un budget au Parlement. Oui, très bien. Et vous portez un contre-budget. Alors, on va voir qui est réaliste, parce que je suppose que les différents chiffres que vous connaissez, vous avez quelques notes, là, j'ai un peu regardé les choses avant. Hein. Oui. On va voir. Et d'ailleurs, peut-être avez-vous des choses que par erreur nous n'aurions pas commises, faute de les avoir bien comprises. Mais dans le contre-budget qui a été élaboré par vous et vos amis, vous pour l'essentiel j'imagine, on va voir qui est réaliste et qui ne l'est pas. On prend le dossier un par un et je vous promets que nous parlerons budget. On commence d'abord avec cette fameuse taxation des hauts revenus à 75%, censurée par le Conseil constitutionnel. Jérôme Cahuzac, ça paraît quand même surprenant de se faire retoquer un texte préparé depuis des mois. Pouviez pas mieux nous verrouiller tout ça ? Il faut quand même que vous vous remémoriez ce qu'est la procédure budgétaire. Le texte, avant d'être soumis au Parlement, avant même d'être délibéré et adopté en Conseil des ministres, il est soumis au Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est la structure qui, depuis plus de 2 siècles, est le conseil juridique du gouvernement, quel que soit le gouvernement. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction dans le droit administratif, et le texte qui a été censuré avait passé le filtre non seulement du Conseil d'État, mais de son Assemblée générale. Alors, moi, je veux bien c'est la faute du Conseil d'État ? Je veux bien qu'on traite avec désinvolture les avis du Conseil d'État, mais il se trouve que ce n'était pas mon cas. Et d'ailleurs, nous avons corrigé un certain nombre d'articles sur la recommandation du Conseil d'État. Il se trouve que là, nous n'en avions pas eu, et donc le texte qui a été soumis au Parlement est celui qui avait été validé par le Conseil d'État. Ceci pour répondre à l'accusation. Vous avez été un peu léger de présenter les choses de la sorte au Parlement, et si vous aviez été plus sérieux, le Conseil l'aurait peut-être validé. Écoutez, on a été aussi sérieux, autant sérieux qu'on le peut, et en tout cas, le Conseil d'État ne nous avait rien dit en la matière. Là, pour recadrer un peu les choses. Sur le fond, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition. Il la censure en indiquant que dès lors qu'en France on impose le foyer fiscal et pas les individus, il fallait conjugaliser cela. Bon. C'est un argument dont nous sommes obligés de tenir compte, étant entendu que, vous le savez probablement, Jean-Luc Mélenchon aussi, la CSG n'est pas conjugalisée. On ne paie pas la CSG par foyer, on paie la CSG par activité et individuellement. Donc il n'était pas exclu, il n'était pas absurde d'envisager que la non-conjugalisation de cette disposition pouvait être acceptée par le Conseil. Je rappelle que conjugaliser, c'est tenir compte du foyer et non pas seulement des individus. C'est cela. On est d'accord. C'est-à-dire qu'un couple, avec l'un des deux qui gagne 1 million d'euros ou plus, il ne faut pas compter une part mais 2 parts. Et parce que nous ne l'avons pas fait, le Conseil a estimé que cette mesure était inconstitutionnelle. Je ne commande pas les décisions du Conseil, je constate qu'il a décidé. Et au regard de ce qu'il nous dit de ces différentes censures, il faudra les étudier, les comprendre. Je crois que nous y sommes parvenus. Et le Président de la République nous a donné mandat à Pierre Moscovici et à moi-même, proposer une autre disposition qui, en reprenant l'esprit du candidat François Hollande, sera cette fois-ci conforme aux prescriptions du Conseil. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision du Conseil constitutionnel ? Je rappelle que vous proposiez, vous, de taxer carrément à 100% au-delà de 360 000 euros. Et on peut se dire d'ailleurs que votre proposition, du coup, aurait sans doute été censurée. Oui, mais comme nous, on avait prévu une constituante pour reposer tous ces problèmes devant les Français, je pense qu'il l'aurait réglé. Parce que moi, je commente
les avis du Conseil constitutionnel, et je ne suis pas d'accord. Le Conseil constitutionnel n'a pas à prononcer des jugements en opportunité. Ce n'est pas à lui de dire si tel taux est confiscatoire ou pas. Il a le droit de dire cela est conforme ou non à la Constitution. Et la question du montant des impôts résulte exclusivement de la délibération nationale. Maintenant, sur les 75%... Vous voulez dire que c'est donc une décision politique que vient de prendre le Conseil constitutionnel? C'est une décision politique que d'écrire que tel ou tel taux est confiscatoire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, après, il y a une sanction qui s'opère sur le caractère particulier, technique. Est-ce que c'est par tête ou est-ce que c'est par ménage? C'est une autre discussion juridique. Mais là, je peux faire un reproche. Et Jérôme Cahuzac, je ne veux pas le prendre en traite, parce que le malheureux, c'est lui qui est là. Mais nous nous souvenons tous... Si j'ai l'air malheureux, je suis désolé, mais... Mais je croyais vous être agréable. C'est pour détendre l'atmosphère. Mais en me traitant de malheureux, vous pensiez m'être agréable? C'est-à-dire, oui, c'est bizarre comme état d'esprit. Vous avez le compliment facile. Mais oui, c'est parce que je me souviens de cette émission où il découvrait en plein plateau... Chez vous d'ailleurs. Mais oui, il découvrait cette histoire. Là, pour le coup, vous m'auriez traité de malheureux, vous auriez eu raison. Mais ce soir, non. Bon, mais ce soir-là, non. Bon. Ce soir, non. Alors, donc, il n'était pas au courant. L'autre a inventé ça sur un coin de table. Et tout le monde sait, se dit partout, il a fait ça parce qu'à l'époque, comme Jean-Luc Mélenchon... c'est le président de la République. Oui, c'est ça. Mais à l'époque, il était François Hollande, le candidat du Parti socialiste. Donc, il a inventé ça sur un coin de table parce que tout le monde lui disait ce Mélenchon est en train de monter, qui prétend taxer les riches, et c'est un langage que tout le monde entend parce que c'est la vérité que dans ce pays, ceux qui ont beaucoup ont très peu cotisé pendant la période de M. Sarkozy, ont été gavés de cadeaux de toutes sortes. Donc, il décide ça. Et dès le début, j'ai dit, ça ne tient pas debout. On ne fait pas un système d'impôt où on va monter seulement 5 tranches, parce qu'on n'en est toujours qu'à 5 tranches. La dernière tranche est à 45%, 45% de ce qui est dans la tranche, hein, pas du total, 45%. Et puis tout d'un coup, il y a une dernière marche à 75%. C'est-à-dire que l'euro de différence qui va faire passer quelqu'un qui est juste à 1 euro en dessous de 1 million à 1 million, il lui coûte 75% de la suite. Tout ça est aberrant et a été bricolé dans des conditions épouvantables. J'estime que l'heure est venue de faire une véritable réorganisation générale des impôts. Ça ne peut plus durer. Quand on parle de taux, par exemple, autour de cette table, Cahuzac le sait mieux que personne, il connaît tous ces chiffres par cœur. C'est une épuisette percée. Vous avez un taux et vous allez chercher dans l'eau vos sous, mais il y a tellement de niches fiscales que c'est une épuisette percée. Vous ne ramenez pas les taux qui sont prévus. Donc, il faut mettre, comme je le propose, 14 tranches pour lisser l'effort. Et la dernière tranche, nous, la question que nous avons voulu poser, le débat que nous avons voulu lancer, qui est un débat de civilisation, c'est ça que je veux dire, plus que le chiffre qui compte. C'est une vieille idée, le maximum. Je parle du revenu maximum, je ne parle pas du salaire maximum. Le salaire maximum, c'est un autre dispositif que j'ai imaginé pour les entreprises. Personne ne doit gagner plus de 20 fois le salaire le plus bas, d'accord? Mais le revenu maximum, vous savez de quand date cette idée? Yves Calvi, c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui l'a trouvée à la dernière élection. Elle date du 4 août 1789, parce que le 4 août 1789, ils ont décidé que personne ne pouvait gagner plus de 3000 livres de rente en France républicaine. Eh bien moi, je reste sur cette idée. C'est-à-dire que je considère qu'il y a un niveau d'accumulation de la fortune indécent, immoral, contre lequel je suis radicalement opposé. Il faut que chacun ait de quoi vivre, soit récompensé de ses efforts lorsqu'il en fait beaucoup, mais il n'est pas question que certains accumulent des fortunes aussi considérables qui ne servent à rien qu'à les nourrir la bulle financière. Cet argent est prélevé au prix du sang et des larmes et jeté ensuite dans la bulle financière où il sert à rien du tout. Qu'est-ce que vous lui répondez? À quoi? Je vais essayer d'être plus précis. Tout à l'heure, il a parlé de l'épuisette qui ramassait. Non, à la dernière partie. Là, on chahute large. Jean-Luc Mélenchon vient de vous dire qu'il l'avait vu à la lumière d'une mesure qu'il qualifie d'opportuniste et d'électorale sur les 75%. Il avait vu rapidement la difficulté que ça posait et que, par ailleurs, il faut multiplier les tranches. Alors, j'ai peut-être envie de vous dire les choses autrement. On attend toujours la grande réforme fiscale que nous avait promis le président François Hollande. C'est pour quand? Elle est faite. Ça va être la nouvelle de la soirée. La réforme fiscale est finie. Je me doutais bien, Jean-Luc Mélenchon, que vous n'aviez pas suivi les débats parlementaires du mois de décembre, mais c'est vrai qu'ils étaient un peu ardus. Alors elle est faite pourquoi? Apparemment, moi non plus, j'ai pas vu. J'étais pas élu. Vous imaginez pas à quel point elle le fut. Vous imaginez pas à quel point elle le fut. Pourquoi elle est faite? Parce que ce que moi je juge être la réforme fiscale, c'est ce que nous avons proposé au nom du gouvernement avec Pierre Moscovici, et que le Parlement a adopté, enfin l'Assemblée nationale.
Parce qu'au Sénat, les communistes ont voté avec la droite, vos amis ont voté avec la droite et ont refusé Non, non, c'est l'inverse. la réforme Cahuzac. fiscale. Non, mais attendez. Ok, c'est la droite qui a voté avec le Parti communiste, si vous le souhaitez. Écoutez, on reste correct Alors, tous les deux. La Alors, motion non. qui a Quelle est été la réforme déposée qui a par les été- communistes a quelle est été la réforme rejointe par les votes de droite. Très bien. Quand vous avez voté Si vous les voulez, traités l'UMP a rejoint européens, les communistes, si vous voulez. vous avez voté un Si vous texte voulez. de droite avec Si la vous voulez. droite. Si vous voulez. Grosse différence. Il est d'accord avec Si vous votre voulez. mise au point. Ah, Si vous très voulez. bien. En tout Voilà. cas, ce qui est certain, c'est que l'UMP et le Voilà. Parti communiste ont voté ensemble au Sénat. C'est Maintenant, je un ne sais fait. pas qui a rejoint l'autre, mais en tout cas, au Oui. moins les Eh deux ben, au moins, peuvent sur le être cas gênés. du traité Mercosy, c'est Ce clair. qui est C'est vous qui certain- avez signé le texte de Sarkozy Mais et non, qu'il mais avait voté si avec vous la voulez qu'on droite. parle, si on voulait qu'on parle du traité constitutionnel, je Non, veux bien. oui, allons-y. Mais là, il se trouve qu'on Non, était. Allons-y, c'est Non, une très bonne non, idée. On était non, sur la non. réforme fiscale. Voilà, oui, c'est Non. une très Je ne bonne voudrais idée. pas vous donner l'impression d'abandonner la réforme fiscale pour laquelle je vous sens très à l'aise, au profit d'un autre texte, à propos duquel je ne serai pas moins à l'aise que vous, croyez-le bien. Ah ben alors, Et donc j'attends sur de la voir réforme ça. fiscale, pourquoi est-elle faite? Parce que nous avons fait ce que beaucoup demandaient, y compris d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire demander à ce que le produit du capital soit imposé comme le produit du travail, au même barème de l'impôt sur le revenu. C'est vrai pour les intérêts. Osez dire que ce n'est pas vrai pour les intérêts, Jean-Luc Oui, Mélenchon. eh ben, Vous je vous vais vous trompez. dire. C'est vrai pour les Mais vous n'avez dividendes. rajouté- Osez pardonnez-moi. dire que ce n'est pas vrai, vous auriez tort. Vous l'avez rajouté, Et s'il c'est vous plaît. vrai pour les plus-values, en tout cas pour les investisseurs dits de passage, puisque nous avons créé une exemption, une exception pour les créateurs d'entreprises, parce que nous estimons qu'on a besoin aussi, Jean-Luc Mélenchon, de ces gens-là. Et donc cette réforme fiscale, elle est faite. Et le Conseil Pardonnez-moi, donc, constitutionnel ce que vous a estimez validé, être, pour répondre à ma question, cette ce réforme que vous fiscale. estimez être la grande réforme fiscale du président Hollande, ça consiste à mettre en place une tranche nouvelle à 75%. Je n'ai pas prononcé une seule fois ce mot-là, mais je peux y revenir si vous le souhaitez. La grande réforme fiscale, la réforme fiscale, chacun jugera la taille qu'elle peut avoir. La réforme fiscale fondamentale, en tout cas à mes yeux, qui a été proposée par le gouvernement et votée par le Parlement, c'est d'imposer les revenus du capital comme l'étaient les revenus du travail. Est-ce que vous savez, Yves Calvi, qu'à la suite des différentes réformes de ces 10 dernières années, les produits du capital, les revenus du capital étaient beaucoup moins imposés que les revenus du travail? La tendance ces dernières années, et pas qu'en France, Jean-Luc Mélenchon, dans beaucoup de pays. Même le président tendance- Sarkozy s'en est étonné. Donc, Ils s'en est étonnés, mais c'est quand même sous son autorité, Oui, oui, soit je- comme président de la République, soit comme ministre de l'économie et des finances, et Oui. en tout cas dans le Attendez, gouvernement là, il y a auquel il plusieurs participait points comme tout de ministre de même l'Intérieur, qu'il c'est faut en tout cas toutes ces instances-là auxquelles il participait, soit comme initiateur, soit comme membre actif, c'est tous ceux-là qui ont produit des dispositions fiscales qui privilégiaient outrageusement les revenus du capital par rapport aux revenus du travail. Nous y avons non seulement mis un terme à ces excès, mais nous sommes allés plus loin, puisque avec cette réforme, les produits du capital, les revenus du capital, qui ne sont pas plus infamants que les revenus du travail, sont taxés autant que les revenus du travail. Les taxer davantage, ça n'était pas la question. Les taxer moins, ça n'était pas supportable. Les taxer de la même manière, c'était ce qu'il fallait faire. Vous estimez que ça n'est pas une réforme? Eh bien, écoutez, ça n'est pas la vie. je Ce vous n'est pas fais la vie remarquer de que ceux ça n'est qui pas ont l'ampleur regardé de ce que cela. l'on pouvait lire, notamment dans les écrits de François Hollande, qu'il n'y a pas de fusion d'impôts sur le revenu et de la Je CSG, vais vous en et qu'en parler. gros, nous avons pour l'instant une réforme qui consiste à faire une tranche supplémentaire à 45% et une taxe à 75%. Voilà. Bon. Je vais me répéter parce que. Et moi, je peux avoir. Je vais me répéter parce que. que lui va se répéter, mais moi, La j'ai tranche à quelque chose à dire de plus. 45%, c'est une tranche supplémentaire, Oui. qui d'ailleurs remet de la progressivité Alors. au barème de l'impôt sur le revenu. Et là, Jean-Luc Mélenchon avait raison, il fallait remettre de la progressivité. Nous le faisons avec cette tranche à 45%. Mais je me permets d'insister, Yves Calvi, cette réforme ne se limite pas à cette tranche à 45%, pas davantage qu'à cette taxation exceptionnelle à 75% sur laquelle il faudra revenir. L'essentiel de la réforme, c'est que les produits du capital sont imposés au barème de l'impôt sur le revenu comme les revenus du travail. Vous avez l'air de penser que c'est une réformette, que c'est sans importance. Je pense que vous vous trompez. Jean-Luc Bon, Mélenchon. alors d'abord, commençons par dire qu'on aura appris quelque chose ce soir. Donc ça y est, la réforme fiscale de François Hollande est faite. Redis-moi tes mensonges. Tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir. L'amertume que je peux comprendre chez M. Sarkozy, cette amertume est mauvaise conseillère. Elle amène à ne pas forcément faire preuve de la lucidité la plus élémentaire quand il s'agit de juger des mesures qu'un autre gouvernement que celui qu'il a pu soutenir se propose d'adopter. Il est vrai aussi que, faisant la défense du précédent président de la République, M. Estrosi a bien veillé à également justifier le bilan qu'il a pu avoir comme ministre de l'Industrie. En la matière, reconnaissons que la tâche qu'il avait à la tribune n'était pas simple, car M. Estrosi a été le ministre de l'Industrie avec les résultats que l'on sait. Un commerce extérieur
Un commerce extérieur qui, l'année dernière, a été déficitaire de près de 70 milliards d'euros, un record absolument historique, un déficit jamais connu, un déficit qui, d'une certaine manière, était la conséquence d'une politique industrielle, celle qu'il avait menée, et dont manifestement elle ne produisait pas les effets qu'il pouvait espérer, car je ne doute pas de la sincérité qui fut la sienne quand il était ministre de l'Industrie, même si en retour, j'aimerais qu'il accepte ce que furent ces résultats-là, un pays qui s'est appauvri, car être déficitaire en termes de commerce extérieur à ce niveau-là, c'est nous appauvrir, un pays qui a perdu sa substance industrielle, monsieur le ministre. C'est quand même sous votre autorité que notre pays a perdu des centaines de milliers d'emplois industriels. Sous votre autorité, monsieur Estrosi. C'est sous votre autorité que la valeur ajoutée produite par l'industrie s'est effondrée dans la valeur ajoutée produite dans ce pays. L'Allemagne a, je crois, une production de richesse due à son industrie qui représente plus de 20% de sa richesse produite. C'est sous votre autorité qu'en France, cette richesse déjà inférieure à celle que l'Allemagne connaissait s'est encore effondrée. Nous sommes à moins de 13%. Nous avons une richesse industrielle en France qui, rapportée à la richesse nationale produite, est même inférieure à ce que la Grande-Bretagne peut connaître, une Grande-Bretagne que le président de la République, adulé par M. Sarkozy, citait pour la stigmatiser en indiquant que c'était un pays qui n'avait plus d'industrie. Eh bien, en France, le bilan du gouvernement passé auquel participait M. Estrosi, ce bilan-là, est bien celui que je décris, une industrie qui s'est effondrée, un commerce extérieur particulièrement déficitaire et des emplois industriels, hélas, supprimés par centaines de milliers. Nous avons appris, en écoutant M. Estrosi à l'instant, qu'au moment où des centaines de milliers d'emplois industriels étaient détruits, M. Estrosi convoquait les patrons de l'industrie et que ceux-ci déféraient à cette convocation. Peut-être aurait-il fallu faire davantage que contacter, je parle à l'ensemble de la représentation nationale, M. Estrosi. Monsieur Estrosi, il faudrait peut-être vous calmer un tout petit peu. Nous sommes ici à l'Assemblée nationale. J'ignore comment vous conduisez vos débats au Conseil municipal de Nice. Quoi qu'il en soit, je ne souhaite évidemment pas, au nom du gouvernement, que cette motion de rejet soit... Pourtant, tu sais si bien me prendre, avec des mots câlins et tendres, que d'un baiser je n'ai su me défendre, et j'ai crié dans un rêve éperdu. Redis-moi tes mensonges, tu sais si bien mentir que mon cœur même y prend plaisir.